Les pompes funèbres Revirside empestaient les lys et les mensonges, et on avait du mal à dire quelle odeur était la plus forte. Mon frère David reposait dans son luxueux cercueil en acajou, l'air plus paisible que jamais de son vivant. Sa veuve, Evelyne, tamponnait ses yeux avec un mouchoir qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. C'était un mari tellement dévoué, murmurait-elle à tous ceux qui s'approchaient d'elle, sa voix se brisant juste au bon moment. Je ne sais pas comment je vais faire sans lui. Planté dans un coin, à mon 3e whisky de la matinée, je regardais ma belle-sœur faire une démonstration de chagrin digne d'un Oscar. La robe noire Chanel lui moulait le corps à la perfection, et ses cheveux blonds étaient coiffés avec une précision chirurgicale. Même soi-disant en deuil, Evelyne Grant avait l'air de sortir d'un magazine. Mon meilleur ami, Tran Walsh, est apparu à côté de moi, sa carrure imposante me bouchant la vue du cercueil. Sacrée affluence, dit-il en ajustant sa cravate. David aurait été fier. David aurait été bourré, dis-je en prenant une autre gorgée. Comme moi. Tran gloussa, mais son regard parcourait la pièce, surtout Evelyne qui recevait les condoléances de la femme du maire. Je connaissais Tran depuis le lycée, à l'époque où on se battait tous les deux pour se faire respecter dans cette ville snob de la vallée de l'Hudson. Maintenant, il était propriétaire de la plus grande concession automobile du coin, avec ses pubs ringards où il pointait l'objectif en promettant les affaires Walsh, imbattables, parole de Walsh. La cérémonie s'éternisa pendant encore 1 heure. Le père Mackenzie prononça un discours sur David qui le faisait passer pour un saint plutôt que pour un joueur invétéré qui avait flambé la moitié de l'argent de la famille avant que son cœur ne lâche à 42 ans. Je gardai le silence et laissai les mensonges continuer à pleuvoir. Après, tout le monde se rendit au manoir des Grandes pour la réception. L'immense maison victorienne appartenait à notre famille depuis 4 générations, ses tours et ses toits pointus dominant l'Hudson comme sortis d'un film d'horreur. David avait modernisé l'intérieur avec l'aide d'Evelyne, se débarrassant du charme désuet au profit d'un style épuré et contemporain aussi accueillant qu'une morgue. Je me suis retrouvé dans le bureau de David, à fixer le mur de livres de droit qu'il n'avait jamais lus. La pièce sentait encore ses cigares et son eau de Cologne. Une bouteille de scotch en cristal trônait sur son bureau, et je me suis versé un grand verre. Oliver. La voix de ma mère, Caroline, brisa mes pensées. Elle se tenait sur le seuil de la porte, ses cheveux argentés tirés en arrière. Sa robe noire, aussi simple et élégante que celle d'Evelyne, ne cherchait pas à impressionner. Il faut qu'on parle. Pas maintenant, maman. Je passe du temps avec les morts. Elle entra dans la pièce et referma la porte. J'ai trouvé quelque chose dans le coffre-fort de David. Quelque chose que tu dois voir. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, des voix se sont élevées dans le couloir, le rire aigu et faux d'Evelyne, suivi du rire plus grave de Tran. Il venait par ici. Cache-toi, murmura Caroline en me saisissant le bras et en me tirant derrière l'énorme bureau en bois. La porte s'ouvrit, et j'entendis les talons d'Evelyne claquer sur le parquet. Enfin, dit-elle. Je pensais qu'on n'aurait jamais un moment à nous. Le numéro de la veuve éplorée commence à me lasser. La voix de Tran était rauque de désir. Quand est-ce qu'on arrête de faire semblant? Mon sang se glaça. Accroupi derrière le bureau, la main de ma mère me serrait l'épaule avec force. Bientôt, ronronna Evelyne. Une fois que le testament sera lu et que tout sera réglé, alors on pourra être ensemble, pour de vrai. Et Oliver? Il va hériter de la moitié de tout. Evelyne éclata de rire, un rire froid et tranchant. Oliver est un alcoolique et un bon à rien. Il va dilapider sa part en 1 an, comme son frère. Et puis, j'ai des projets pour notre cher Oliver. Le bruit de vêtements qui froissent emplit la pièce. J'ai jeté un coup d'œil furtif par-dessus le bord du bureau et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. Tran avait Evelyne plaquée contre la bibliothèque de David, sa robe remontée autour de sa taille, ses mains partout comme s'il la possédait. Mon Dieu, ça m'a manqué, grogna-t-il, la bouche sur son cou. Les funérailles m'ont tellement excité, halta-t-elle, de savoir qu'il est enfin parti, de savoir qu'on va pouvoir avoir tout ce qu'on voulait. Mes poings se sont serrés. Mon frère n'était même pas encore enterré, et sa femme fricotait avec mon meilleur ami dans son bureau, en parlant de dépenser son argent. La rage montait dans ma poitrine comme une bombe prête à exploser. La prise de Caroline se resserra, me retenant. Elle savait que si je me levais maintenant, je ferais quelque chose que nous regretterions tous. Les bruits devinrent plus forts. Les grognements de Tran, les gémissements d'Evelyne, le cognement régulier de la bibliothèque contre le mur. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de faire abstraction,
mais leurs mots se sont gravés dans ma mémoire. Une fois qu'on sera mariés, on vendra cette baraque Alta Evelyne. On achètera quelque chose dans les hantons. Un endroit où on pourra tout recommencer. Et les gamines? Quoi les gamines? Elles ne sont même pas de lui, tu te rappelles? Le monde a basculé. Les filles de David, les adorables Emma et Sophie, n'étaient pas ses vraies filles. La nouvelle me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Jésus, Evie, baisse d'un ton. Détends-toi. Oliver est trop bourré pour remarquer quoi que ce soit. Il n'a jamais rien soupçonné, hein? Même quand on se galochait sous son nez, à son propre mariage. Mon mariage. Ils avaient une liaison depuis mon mariage, il y a 7 ans. Chaque dîner, chaque fête, chaque réunion de famille où j'avais accueilli Tran chez moi. Il se tapait la femme de mon frère dans notre dos. La trahison était plus douloureuse que n'importe quelle douleur physique. Tran n'était pas seulement mon meilleur ami. C'était le frère que j'avais choisi, le type qui avait toujours été là pour moi. Et Evelyne, malgré tous ses défauts, c'était la famille. C'était la femme de David, la mère de ses enfants, quelqu'un que j'avais protégé et aidé, même quand elle me rendait dingue avec ses exigences et ses drames. Ils ont fini par une série de petits halètements et de gémissements étouffés. J'ai entendu des fermetures éclairs et le froissement des vêtements pendant qu'ils se rhabillaient. On devrait y retourner, a dit Evelyne, sa voix prenant déjà le ton d'une veuve éplorée. Les gens vont se demander où je suis. Encore 5 minutes, a supplié Tran. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. À plus tard. Passe à la maison demain soir après le départ d'Oliver au travail. On aura tout le temps qu'on voudra. Leurs pas se sont estompés, et la porte a claqué. Caroline et moi sommes restés figés derrière le bureau pendant une bonne minute, pour être sûrs qu'ils étaient vraiment partis. Finalement, je me suis levé, les jambes tremblant de rage et d'adrénaline. Depuis combien de temps tu sais ça? Le visage de Caroline était pâle mais déterminé. Je me doutais de quelque chose depuis des mois. David a engagé un détective privé avant de mourir. Il a découvert la liaison, il a découvert qui est le vrai père de la fille. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe Kraft. Tout est là. Des photos, des tests ADN, des relevés bancaires qui montrent que Tran se servait dans les comptes de David. David? J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. Les photos étaient granuleuses mais suffisamment nettes. Tran et Evelyne dans toutes sortes de positions, les dates indiquant que la liaison durait depuis plus de 3 ans. Le rapport ADN a confirmé qu'Emma et Sophie ne partageaient pas les marqueurs génétiques de David, mais qu'ils correspondaient aux échantillons prélevés sur la tasse de café de Tran. Mon Dieu, ai-je murmuré. David savait, il avait l'intention de demander le divorce. C'est pour ça qu'il a eu sa crise cardiaque. Le stress, la trahison, la pression financière due au détournement de fonds de Tran. Tout l'a rattrapé. Je me suis effondré dans le fauteuil en cuir de David, le poids de tout cela m'écrasant. Mon frère est mort en sachant que sa femme le trompait avec son meilleur ami, en sachant que ses enfants n'étaient pas les siens. En sachant que sa confiance avait été complètement anéantie. Il faut les démasquer, ai-je dit, la voix rauque. Caroline a secoué la tête. David m'a fait promettre d'attendre. Il voulait que tu décides quoi faire de ces informations. Il disait que tu saurais quand le moment serait venu. Le moment est venu. Je vais aller leur balancer ça en pleine figure et dire à tout le monde ce que j'ai vu. Et après? Tu vas détruire la vie de ces petites filles? Tu vas déchirer 2 familles entières à cause de la colère et de la rancœur? La voix de Caroline était douce mais ferme. David voulait que justice soit faite, mais il voulait aussi protéger Emma et Sophie. Elles sont innocentes dans tout ça. J'ai regardé les photos, l'esprit en ébullition. Evelyne et Tran avaient l'air si heureux, si insouciants, pendant que David se mourait lentement de stress et de chagrin. L'injustice de tout ça me brûlait comme de l'acide. Tu me proposes de faire quoi alors? De faire comme si je n'avais rien vu? De les laisser s'en tirer? Je te propose d'être malin. D'être patient. On fait la lecture du testament de David demain. Une fois que tu sauras où tu en es financièrement, tu pourras décider de la marche à suivre. Caroline s'est levée et a lissé sa robe. Mais souviens-toi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ton frère disait toujours que tu étais le plus futé des fils Grant. Elle m'a laissé seul dans le bureau avec la preuve de la destruction de ma famille. Je me suis versé un autre scotch et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'Hudson par la fenêtre.
Quelque part dans la maison, Evelyne jouait la veuve éplorée pendant que Tran lui offrait son épaule pour pleurer. Il n'avait aucune idée que je connaissais leur secret. Pour l'instant, ça me donnait un avantage. J'ai glissé l'enveloppe dans ma veste et j'ai rejoint la veillée funèbre, affichant un sourire et acceptant les condoléances de personnes qui connaissaient probablement mieux les affaires de ma famille que moi. C'était comme ça dans les petites villes. Les secrets finissaient toujours par être connus de tous, sauf des personnes les plus touchées. Tran m'a retrouvé près du bar, le visage rouge et les cheveux un peu en bataille. « Drôle de journée », a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. « Comment tu tiens le coup ?» J'ai regardé dans ses yeux, cherchant une trace de culpabilité. Je n'ai vu que la même assurance décontractée qui l'avait rendu populaire au lycée et qui lui avait permis de réussir dans les affaires. C'était un vendeur né, capable de mentir avec le sourire et de vous faire remercier pour ça. « Je me débrouille », ai-je répondu, en gardant une voix neutre. « Merci d'être là. » David aurait apprécié. « Bien sûr, mec. On est de la famille. » Famille. Le mot avait un goût de poison. Je me suis excusé et j'ai trouvé Evelyne en train de tenir salon dans le living, entourée de l'élite mondaine de la ville. Elle leva les yeux quand je m'approchai, ses yeux bleus brillants de larmes. « Oliver », dit-elle en se levant pour me prendre dans ses bras. « Je suis tellement désolé pour ce qui t'arrive. David t'aimait tellement. » Je la laissai m'embrasser, sentant l'eau de Cologne de Tran sur sa peau, la chaleur de son corps qui avait été pressé contre celui d'un autre homme à peine une heure plus tôt. « Merci, Evelyne. Je sais que c'est dur pour toi aussi. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans lui, » murmura-t-elle, sa voix se brisant d'une manière très convaincante. Les filles et moi, on est complètement perdus. L'interprétation était parfaite. Si je ne l'avais pas vu avec Tran, si je n'avais pas entendu ces mots froids sur la mort de mon frère, j'aurais peut-être cru que son chagrin était sincère. Au lieu de ça, j'avais l'impression d'assister à un cours magistral de manipulation. La soirée s'éternisa jusqu'à ce que, enfin, Dieu merci, le dernier visiteur endeuillé soit parti. J'aidai à ranger, parlant de tout et de rien avec Evelyne au sujet des préparatifs des obsèques et des cartes de remerciement, pendant que l'enveloppe brûlait contre ma poitrine comme une marque au fer rouge. Au moment où je m'apprêtais à partir, Evelyne me retint par le bras. « Oliver, attends. Je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui te tracasse? On va lire le testament de David demain. Je sais que tu t'attends à hériter de la moitié de ses biens, mais j'espère que tu tiendras compte de l'avenir des filles. Elles vont avoir besoin de sécurité, de fonds pour leurs études, d'un foyer stable. » J'étudiai son visage, cherchant des fissures dans le masque. Bien sûr, Emma et Sophie sont mes priorités, elles aussi. Un éclair de soulagement illumina ses yeux. Tant mieux. J'avais peur que tu veuilles vendre la maison ou liquider des actifs. Cet endroit, c'est tout ce qui leur reste de leur père. L'ironie? Monumentale. Elle s'inquiétait de l'héritage des enfants alors qu'elle complotait pour le leur voler avec leur père. Je forçai un sourire. Ne t'en fais pas pour l'argent, Evelyne. Je m'occuperai des filles. Je quittai la villa et descendis les rues paisibles de notre petite ville, longeant les boutiques et les restaurants qui étaient là depuis toujours. Tout semblait normal, paisible, comme d'habitude. Mais en dessous, les choses pourrissaient. Au moment où j'arrivais à mon appartement au-dessus du restaurant, je savais ce que je devais faire. Caroline avait raison sur un point, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais elle se trompait sur un autre point. Le bon moment, ce n'était pas dans un futur lointain quand la douleur serait partie. Le bon moment, c'était maintenant. Il fallait juste que je sois malin. Le cabinet Hartwell, Morrison et Associés se trouvait au dernier étage du plus vieil immeuble de la ville, avec d'immenses fenêtres donnant sur la vallée de l'Hudson. J'étais assis dans la salle de conférence, tapant des doigts sur la table brillante, attendant tout le monde. Evelyne entra la première, portant un tailleur noir à la fois convenable et ravissant. Elle avait emmené son amie Sacha Chen, une influenceuse sur les réseaux sociaux qui postait tout pour ses milliers d'abonnés. Sacha avait son téléphone à la main, bien sûr, probablement en train de diffuser la lecture du testament en direct pour du contenu d'œil authentique. « J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai emmené Sacha », dit Evelyne en s'asseyant en face de moi. J'avais besoin de soutien moral. Bien sûr que non, mentis-je. Sacha était une vraie commère qui traitait les tragédies des autres comme un divertissement. Mais je n'allais pas déclencher une bagarre avant la lecture du testament. Tran entra ensuite, visiblement mal à l'aise dans son plus beau costume.
Il hocha la tête et s'assit près de la fenêtre, évitant mon regard. Pensait-il à la veille dans le bureau de David? Ma mère, Caroline, arriva en dernier, avec notre avocat de famille, Jasper Morrison. Jasper était un homme mince et précis, dans la soixantaine, qui s'occupait des affaires de la famille Grant depuis bien avant ma naissance. Il portait une mallette en cuir qui contenait probablement les clés de notre avenir. Merci à tous d'être venus, commença Jasper en s'installant dans son fauteuil. Comme vous le savez, nous sommes ici pour lire le testament de David Michael Grant. Avant de commencer, je tiens à rappeler à tous que ce document a été signé il y a 6 mois et qu'il reflète les souhaits de David à cette époque. Il y a 6 mois. C'est à peu près à ce moment-là que David a découvert la liaison. Je jetai un coup d'œil à Evelyn, mais elle paraissait calme, les mains croisées sur ses genoux. Jasper ouvrit sa mallette et en sortit un épais document à la couverture bleue. Je vais passer sur les aspects juridiques et aller directement à l'essentiel. À ma femme bien-aimée Evelyn, je lègue notre maison familiale et tout ce qu'elle contient, ainsi qu'un fonds fiduciaire de 500 000 $ pour l'entretien et l'éducation de nos filles, Emma et Sophie. Les épaules d'Evelyn se détendirent légèrement. Un demi-million, ce n'était pas la fortune qu'elle convoitait, mais la maison à elle seule valait plus de 2 millions. À mon frère Oliver, je lègue le reste de mes biens, y compris toutes les parts d'entreprise, les comptes d'investissement et les biens personnels qui ne sont pas spécifiquement mentionnés ci-dessus. Je fis le calcul dans ma tête. Le groupe de restaurants de David valait au moins 3 millions, et ses placements avaient fructifié pendant des années, malgré ses dettes de jeu. J'étais face à une somme d'argent considérable, mais Jasper n'avait pas fini. Cependant, il existe une disposition supplémentaire qui affecte les deux bénéficiaires. David a inclus ce qu'on appelle une clause de moralité. Le silence se fit dans la pièce. Le visage d'Evelyn pâlit et Tran se tortilla sur sa chaise. Une clause de moralité, c'est quoi? Chuchota Sacha, toujours en train d'enregistrer. Jasper s'éclaircit la gorge. Elle stipule que si Evelyn se remarie dans les 2 ans suivant le décès de David, ou si des preuves de son infidélité pendant leur mariage sont découvertes, son héritage sera confisqué et remis à Oliver, à l'exception d'un petit fonds fiduciaire pour l'éducation des enfants. Le silence s'étira. J'entendais l'horloge, la circulation dehors. Les mains d'Evelyn tremblaient maintenant. C'est ridicule, balbutia-t-elle. David n'aurait jamais fait ça. Je crains qu'il n'ait été très clair quant à ses inquiétudes, dit Jasper doucement. Il a également inclus une clause stipulant que si Oliver peut prouver l'adultère, le transfert d'actifs sera immédiat. J'avais l'impression d'avoir été frappé par la foudre. David était au courant de la liaison et avait tendu un piège. L'enveloppe dans ma veste me semblait peser 1 tonne. C'est scandaleux, dit Evelyn, sa voix montant d'un ton. J'étais une épouse dévouée. J'aimais David plus que tout. Bien sûr que oui, dit Caroline d'un ton suave. Je suis sûr que vous n'avez rien à craindre. Tran était devenu blanc comme un linge. Il fixait ses mains, probablement en train de calculer combien d'argent il était sur le point de perdre. La concession automobile marchait bien, mais pas au point d'être, j'achète un manoir et j'entretiens une femme et 2 enfants. Jasper continua à lire les legs moins importants, mais je l'écoutais à peine. Mon esprit était en ébullition, essayant de comprendre ce que David avait manigancé. Il m'avait donné le pouvoir de détruire Evelyn et Tran, mais il s'était aussi assuré que je ne pouvais pas agir sans réfléchir. J'avais besoin de preuves, et je devais être prêt à ce qui allait suivre. Une fois la lecture terminée, Evelyn s'enfuit pratiquement de la pièce, Sacha la suivant avec son téléphone. Tran traîna les pieds, comme s'il voulait dire quelque chose, mais se ravisa et partit. Caroline et moi restâmes là pendant que Jasper rangeait ses affaires. « Tu étais au courant pour la clause de moralité ?» demandai-je à maman. Elle acquiesça. David m'a montré le testament avant de le signer. Il espérait qu'il n'en aurait pas besoin, que le mariage pourrait être sauvé, mais il voulait protéger la famille. Et tu es d'accord avec ça? Avec le fait que je prenne potentiellement tout à Evelyn et aux filles. Le visage de Caroline se durcit. Ses filles seront prises en charge, quoi qu'il arrive. Mais Evelyn a fait ses choix. Si elle a été fidèle, elle n'a rien à craindre. Jasper leva les yeux de sa mallette. Oliver, je devrais mentionner que ton frère t'a aussi laissé ceci. Il me tendit une enveloppe scellée portant mon nom, écrit de la main de David. J'attendis d'être seul dans ma voiture pour l'ouvrir. La lettre de David était courte, mais elle fit mouche. Oliver, si tu lis ceci,
c'est que je suis parti et que tu connais la vérité sur Evelyne et Tran. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, mais je ne pouvais pas te le dire de mon vivant. Tu leur faisais confiance à tous les deux, et ils t'ont baisé de la pire des manières. Les preuves sont toutes là, mais c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Je t'ai donné les éléments légaux pour obtenir justice, mais je ne vais pas te forcer depuis ma tombe. Quoi que tu choisisses, je l'accepterai. Souviens-toi juste qu'Emma et Sophie sont innocentes. Elles ne méritent pas de souffrir pour les erreurs de leur mère. Je t'aime, frangin. Prends soin de notre famille, David. Je restais assis là, sur le parking, pendant 20 minutes, à relire la lettre encore et encore jusqu'à ce que je la connaisse par cœur. David avait gardé ça pour lui pendant des mois, regardant sa femme et son meilleur ami le baiser pendant qu'il mourait lentement à cause du stress. La rage que j'avais ressentie hier n'était rien comparé à ça. Il ne s'agissait pas seulement de tromperie, ni même de vol. Il s'agissait d'un homme bon systématiquement détruit par les personnes censées l'aimer. Mon téléphone vibra un texto de Tran. On se boit une bière? Journée difficile? Le culot de ce type. Il voulait qu'on traîne ensemble et qu'on parle de la mort de mon frère tout en planifiant de dépenser son héritage avec sa veuve. Je répondis, une autre fois. Besoin d'être seul. Un autre texto, celui-ci d'Evelyne. On peut se parler? Je suis inquiète pour l'avenir des filles. Je ne répondis pas. Qu'elle s'inquiète. Qu'elle se demande si je savais quelque chose. La peur était une arme, et j'apprenais tout juste à l'utiliser. Ce soir-là, je conduisis jusqu'aux Lanternes, un bar miteux à la périphérie de la ville où je pouvais boire en paix sans croiser personne que je connaissais. Le barman était un ancien flic du nom de Murphy, qui restait dans son coin et servait des verres bien tassés. « Journée difficile », demanda-t-il, en faisant glisser un whisky sur le bar défoncé. « On a lu le testament de mon frère aujourd'hui. » Murphy acquiesça. « L'argent rend les gens dingues. J'ai vu des familles se déchirer pour bien moins que ce que vous, les Grant, devez affronter. » Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. J'étais à la moitié de mon deuxième verre quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu, mais je répondis quand même. Monsieur Grant, ici Heinrich Weber de Crédit Suisse à Zurich. Je vous appelle au sujet de votre héritage de votre oncle Klaus. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Pardon? Votre oncle, Klaus Weber, est décédé le mois dernier. Vous avez été désigné comme son seul héritier. On essaie de vous joindre depuis des semaines. Vous faites erreur, je crois. Je n'ai pas d'oncle Klaus. Klaus Weber. Le frère de votre mère. Il a déménagé en Suisse en 1975 et a fait fortune dans la banque. Selon nos dossiers, vous êtes Oliver James Grant, fils de Caroline Weber Grant. Weber était le nom de jeune fille de ma mère, mais elle n'avait jamais mentionné avoir un frère en Suisse. On parle de combien, là? 47 millions de dollars, monsieur Grant. Plus une maison à Gstad et d'autres trucs. Le bar s'est mis à tourner. 47 millions de dollars. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Assez pour que l'héritage de David ait l'air de cacahuète. Vous êtes sûr de ça? Tout à fait certain. Votre oncle était très précis quant à ses volontés. Il souhaitait que son neveu américain ait la chance de vivre la vie qu'il n'a jamais eue. Il y a quelques formalités juridiques à régler, mais l'héritage vous revient. J'ai pris les coordonnées de Weber et lui ai dit que je rappellerai le lendemain. Puis je me suis assis au bar, fixant mon reflet dans le miroir derrière les bouteilles, essayant d'intégrer l'information. 47 millions de dollars. J'étais plus riche que je ne l'avais jamais imaginé, totalement indépendant de ce qui arriverait avec la succession de David. La clause de moralité n'avait plus d'importance. Je pouvais dénoncer Evelyne et Tran, ou les laisser garder leur fortune volée. Dans tous les cas, je m'en sortirais. Mais en repensant à la lettre de David, à sa souffrance et à sa trahison, j'ai réalisé que l'argent n'était pas le problème. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de faire en sorte que les bonnes personnes ne souffrent pas pendant que les mauvaises s'en tirent. J'ai payé ma note et suis rentré chez moi en voiture, songeant déjà à un plan. Evelyne et Tran se croyaient en sécurité, pensaient s'en être tirés. Ils n'avaient aucune idée que le frère de leur victime venait de devenir l'un des hommes les plus riches de l'État de New York. La donne allait changer, et j'avais toutes les cartes en main. Le vol pour Zurich durait 8 heures, largement le temps de réfléchir à ce dans quoi je m'embarquais.
Heinrich Weber avait insisté pour que je vienne en personne réclamer l'héritage. Une histoire de loi bancaire suisse et de justification d'identité. J'avais quitté la ville discrètement, me contentant de dire à ma mère où j'allais. Le Crédit Suisse se dressait dans une tour étincelante du quartier financier de Zurich, tout en verre et en acier, s'élevant vers le ciel gris de la Suisse. Weber m'attendait dans le hall en marbre, un homme élégant d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux lunettes. Monsieur Grant, bienvenue en Suisse. J'espère que votre vol s'est bien passé. Long mais ennuyeux, n'est-ce pas? Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive vraiment. Weber a souri pendant que nous montions au 32e étage. Votre oncle Klaus était un personnage. Il est arrivé ici sans rien et s'est bâti un petit empire en faisant du commerce. Quand il a appris votre existence, il a engagé un détective privé et tout, il a voulu tout vous laisser. La famille d'abord. L'étage réservé à la banque privée était calme et luxueux, avec des tapis persans et des tableaux qui valaient probablement plus que des maisons. Weber m'a conduit dans une salle de conférence, des documents éparpillés sur une table en acajou. Avant d'aller plus loin, a dit Weber en sortant un kit ADN, il faut vérifier votre identité. Loi suisse, les gros héritages nécessitent une preuve génétique. J'ai fourni les échantillons, puis j'ai attendu pendant qu'ils étaient envoyés au labo en urgence. 2 heures plus tard, les résultats confirmaient ce que Weber savait déjà. J'étais le neveu de Klaus Weber, son seul héritier. Félicitations, monsieur Grant. Vous valez maintenant 47,3 millions de dollars. Le chiffre restait irréel. J'ai grandi dans la classe moyenne, j'ai financé mes études en travaillant, j'ai construit mon restaurant à partir de rien. Maintenant, soudainement, je pouvais acheter et vendre la moitié des gens de chez moi. Quelles sont les conditions, ai-je demandé. Il y a forcément des conditions. Weber a consulté ses notes. Votre oncle voulait que l'argent soit utilisé pour réparer les injustices et protéger le nom de famille. Il accordait une grande importance à la justice, surtout après avoir quitté l'Allemagne pendant des problèmes dans les années 70. Quel genre de problème? Mieux vaut ne pas poser la question. Votre oncle croyait qu'il fallait résoudre les problèmes pour de bon, mais espérait que vous seriez un peu plus prudent sur la façon dont vous le faites. J'ai signé une tonne de papiers, chacun transférant une autre partie de l'empire de Klaus Weber à moi au compte bancaire, investissement, propriété, même un petit vignoble en France. À la fin, j'avais la tête qui tournait. L'argent sera sur vos comptes dans les 48 heures, a dit Weber. Je garderai ça secret jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire. De l'argent soudain? Ça attire le mauvais genre d'attention. J'ai repris l'avion pour New York, en première classe, sirotant du champagne et planifiant ma prochaine action. Evelyn et Tran n'avaient aucune idée que leur monde allait exploser. Ils pensaient avoir affaire à un frère en deuil qui pourrait causer quelques ennuis à propos du testament de David. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient face à quelqu'un avec des liquidités illimitées et un sérieux besoin de vengeance. La phase 1 était déjà en cours. Avant de partir pour la Suisse, j'ai engagé une société de sécurité pour surveiller Tran et Evelyn. S'ils couchaient toujours ensemble, j'aurais de nouvelles preuves à ajouter aux affaires de David. La deuxième phase s'annonçait plus délicate. Il fallait les isoler de leurs amis, monter tout le monde contre eux, en faire des parias dans leurs précieuses petites villes. Les petites villes, c'est parfait pour ce genre de choses. La réputation, c'est tout, et les commérages se répandent à la vitesse de l'éclair. La troisième phase serait le coup de grâce, un démolissage en public qui les laisserait seuls l'un avec l'autre et avec le bordel qu'ils ont créé. J'ai atterri à Juevka et suis rentré directement chez moi, impatient d'avoir des nouvelles de mon équipe de surveillance. La responsable de l'enquête, Patricia Stone, une ancienne du FBI, m'avait laissé une rafale de messages. Monsieur Grant, rappelez-moi au plus vite. On les a vus se rencontrer, et il y a autre chose qui se trame avec quelqu'un d'autre. Je l'ai appelée depuis mon appartement, en me servant un scotch pendant qu'elle me faisait son rapport. Votre belle-sœur et monsieur Walsh se rencontrent régulièrement au Riverside Motel sur la route 9. On a des photos et des vidéos d'eux qui entrent et qui sortent, mais ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que c'est alors? Evelyn Grant a engagé un détective privé d'Albany, Marcus Torres. Elle veut qu'il fouille vos finances, pour voir si vous avez de l'argent caché qui pourrait affecter l'héritage. Mon sang s'est glacé. Si Torres était bon, il pourrait dénicher la combine suisse avant que je sois prêt. Il en sait beaucoup? Pas sûr pour l'instant. On le surveille aussi, mais il est prudent. Question de déontologie professionnelle,
vous savez. Il faut que vous découvriez tout ce que Torres sait et tout ce qu'il a raconté à Evelyn. L'argent n'est pas un problème. Bien compris. Encore une chose. On a intercepté un appel téléphonique entre Evelyn et Walsh. Il prépare quelque chose pour ce week-end pendant que vous êtes soi-disant en déplacement. Walsh a mentionné qu'il allait faire venir son cousin Mason pour gérer les complications au point. Mason Walsh était un cliché ambulant. 1,90 m, que du muscle et du toupet, avec un casier judiciaire pour agression et extorsion. Si Tran l'embarquait dans cette histoire, il dépassait largement le cadre de la tromperie et du vol. Gérer quelles complications? Ils ne l'ont pas précisé, mais on dirait qu'ils ont peur que vous découvriez leur liaison. Mason a la réputation de faire disparaître les problèmes. Un frisson m'a parcouru l'échine. Est-ce qu'il pensait réellement à la violence? Ça semblait dingue, mais les gens font des choses insensées quand il y a des millions en jeu. Je veux une protection 24 heures sur 24, ai-je dit. Et je veux connaître tous leurs mouvements. C'est déjà en place. Vous aurez une équipe de surveillance dès ce soir. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement, à contempler les lumières de la vallée de l'Hudson. Le jeu venait de devenir sérieux, mais j'avais des atouts qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. De l'argent illimité, une aide professionnelle, et, surtout, la surprise. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Tran. Salut l'ami. Tu veux qu'on se fasse un dîner demain? On ne s'est pas vu depuis l'enterrement. Le ton désinvolte était glaçant. Il complotait Dieu sait quoi avec son cousin, le truand. Pendant qu'il me proposait un dîner par SMS, j'ai répondu, carrément. Aux lanternes à 7 heures. Nickel. J'ai hâte de te retrouver. J'ai transféré les SMS à Patricia Stone avec une note, ils accélèrent le rythme. Soyez prêts à tout. Le lendemain soir, je suis arrivé aux lanternes avec un quart d'heure d'avance. Je voulais inspecter les lieux avant l'arrivée de Tran. Murphy était derrière le bar, comme d'habitude, à astiquer des verres et à regarder un match de baseball sur la vieille télé dans le coin. De retour si tôt, a-t-il demandé en me faisant glisser un whisky. Je retrouve un ami. J'espère que ça restera amical. L'instinct de flic de Murphy s'est réveillé. Il a étudié mon visage, remarquant probablement la tension que j'essayais de dissimuler. Vous vous attendez à des problèmes. Je m'attends toujours à des problèmes. C'est comme ça qu'on les évite. Tran est entré pile à 7 heures, l'air détendu et sûr de lui dans ses vêtements décontractés de luxe. Il avait toujours été beau, d'une manière un peu fade. Grand, athlétique, avec un sourire à vendre des voitures et à charmer les femmes. Ce soir, ce sourire ressemblait à celui d'un prédateur. Oliver. Il m'a tapé dans le dos comme si nous étions toujours les meilleurs amis du monde. Content de te voir, mec. Comment tu tiens le coup? Un jour à la fois. Tu connais ça. Nous avons pris une banquette dans le coin le plus éloigné, à l'écart des autres clients. Tran a commandé une bière et a commencé par des banalités sur les affaires et les potins locaux. Mais je sentais qu'il préparait quelque chose. Je voulais te parler d'Evelyn, a-t-il fini par dire. Elle a vraiment du mal à surmonter la mort de David. J'essaie de l'aider, mais elle a aussi besoin du soutien de sa famille. L'hypocrisie était sidérante. Il couchait avec elle tout en faisant semblant d'être un ami attentionné, lui offrant son soutien. J'apprécie que tu t'occupes d'elle. Le problème, c'est qu'elle s'inquiète pour le testament. Cette clause de moralité l'effraie. Elle pense que quelqu'un pourrait essayer de lui créer des ennuis, peut-être répandre des rumeurs ou des mensonges pour mettre la main sur l'héritage. Je n'ai laissé transparaître aucune émotion. Quel genre de rumeurs? Tu sais comment c'est dans les petites villes. Les gens voient une veuve parler à un ami, et tout de suite elle a une liaison. C'est ridicule. Mais la réputation d'Evelyn est fragile en ce moment. Je suis sûr que quiconque répandrait des mensonges sur la veuve de David en subirait les conséquences. Le sourire de Tran a vacillé un instant. Exactement. C'est ce que je lui ai dit. Certaines conséquences pourraient être plus sérieuses que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la menace était posée avec un sourire et un ton amical. J'étais censé être effrayé à l'idée que Mason Walsh puisse me rendre une petite visite si je causais des problèmes. J'apprécie que tu veilles sur la famille, dis-je. David aurait voulu ça. On a fini nos verres et on s'est quitté avec des poignées de main et des promesses de se recontacter. Dès que Tran fut parti, j'ai appelé Patricia Stone.
Vous avez tout enregistré? Absolument tout. On avait des micros directionnels sur votre table. C'était clairement une menace. Probablement suffisant pour une ordonnance restrictive. Pas encore. Laissons-les croire que leur intimidation a marché. Où en est l'enquête sur Torres? On a eu de la chance. La sécurité informatique de ce détective privé est une blague. Evelyn l'a engagé pour retrouver des actifs cachés, mais elle lui a aussi demandé de déterrer des choses compromettantes sur vous. De quoi me discréditer si ça va au tribunal? Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien d'utilisable. Vos finances sont propres, votre entreprise est légale et votre vie privée est d'un ennui mortel. Mais voilà la partie intéressante. Torres a trouvé des preuves que vous avez récemment touché une grosse somme d'argent, mais il n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Il est au courant des virements depuis la Suisse, mais la source est dissimulée derrière des couches de protection juridique. Parfait. Torres avait suffisamment d'informations pour rendre Evelyn suspicieuse, mais pas assez pour savoir à qui elle a vraiment affaire. Quelle est sa prochaine étape? Il prévoit de vous approcher directement, probablement avec une histoire d'enquête sur la mort de David. Evelyn veut qu'il se rapproche de vous, peut-être fouiller votre appartement ou votre bureau. Qu'il vienne. Je serai prêt. Le lendemain matin, je me suis rendu sur la tombe de David, au cimetière de Riverside. La pierre tombale était un simple granit noir avec son nom, ses dates, et ses mots, époux et père bien-aimé. Aucune mention de la trahison qui l'avait tué. Aucune allusion aux mensonges qui avaient entouré ces derniers mois. J'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe et j'ai parlé doucement au souvenir de mon frère. Je vais réparer ça, David. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Une voiture s'est garée derrière moi, et je me suis retourné pour voir Evelyn sortir de sa Mercedes. Elle portait une simple robe noire et tenait un bouquet de roses blanches, jouant la veuve et pleurait même quand elle pensait que personne ne la regardait. « Oliver, dit-elle en s'approchant de la tombe. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je viens tous les matins. Ça m'aide à me sentir proche de lui. » Elle s'agenouilla et déposa ses roses à côté de mes fleurs, son jeu d'actrice étant parfait comme toujours. Il t'aimait tellement. Tu étais le frère qu'il a toujours voulu être. La remarque me piqua, parce qu'elle était probablement vraie. David avait toujours été le responsable, celui qui respectait les règles et essayait de faire ce qu'il fallait. J'étais le rebelle, celui qui prenait des risques et contournait les règles quand il le fallait. C'était un homme bien, dis-je. Il méritait mieux. Evelyn leva les yeux sur moi brusquement, scrutant mon visage pour voir ce que je voulais vraiment dire. Mieux comment? Une meilleure santé. Plus de temps avec les filles. Une chance de les voir grandir. Elle se détendit un peu. Oui, c'est vrai. J'aurais tellement aimé pouvoir le sauver d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être sauvées. Certaines trahisons sont trop profondes pour guérir. Cette fois, elle a certainement saisi le sens caché de mes mots. Ses yeux se plissèrent, et pendant une seconde, le masque tomba, révélant la femme calculatrice qui se cachait en dessous. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Oliver? Juste que David savait plus de choses que les gens ne le pensaient. Il était très observateur, très méticuleux. Il a laissé un sacré héritage. Je me suis éloigné, la laissant agenouiller près de la tombe, l'air confus et inquiète. La pression montait sur elle. Bientôt, elle ferait une erreur. Ils en faisaient toujours quand ils se sentaient piégés. Mon téléphone sonna alors que j'arrivais à ma voiture. Numéro inconnu. Probablement Torres qui passait à l'action. Monsieur Grant, ici Marcus Torres, détective privé. Je voudrais vous parler de la mort de votre frère. À quel sujet? J'ai des raisons de croire que David a peut-être été assassiné. Pourrions-nous nous rencontrer? Le culot de ce type était incroyable. Torres allait m'accuser d'avoir tué mon propre frère tout en travaillant pour la femme qu'il avait réellement fait. Trahison et stress, tout en même temps. Je suis très intéressé par votre théorie, dis-je. Quand et où? On a fixé un rendez-vous pour cet après-midi dans un café en ville. J'ai passé le temps qui précédait à me préparer, à passer en revue tout ce que Patricia Stone avait déterré sur Torres et son enquête. Le café était presque vide quand je suis arrivé. Torres était déjà là. Un type maigre d'une quarantaine d'années avec une moustache tout droit sortie des années 80. Il avait choisi une table d'angle d'où il pouvait surveiller la porte. Paranoïa de détective privé classique. Monsieur Grant,
merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que ce doit être une période difficile. Qu'est-ce qui vous fait penser que David a été assassiné? Torres ouvrit un dossier Manny et étala des papiers sur la table. Les dossiers médicaux de ton frère montrent qu'il était soumis à beaucoup de stress dans les semaines précédant sa mort. Ses relevés bancaires indiquent des retraits et des virements étranges, et il semble qu'il enquêtait sur quelqu'un de proche. Tout était vrai, mais Torres se trompait de suspect. Qui pensez-vous qu'il l'a tué? Je pense que quelqu'un a découvert que David était sur le point de percer leur combine. Quelqu'un qui avait accès à ses comptes. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Quelqu'un qui aurait profité de sa mort. Torres se pencha en avant, me fixant droit dans les yeux. Quelqu'un comme son frère, qui était sur le point d'hériter de millions de dollars. J'ai ri. J'ai même trouvé ça drôle. C'est une théorie intéressante. Avez-vous des preuves concrètes? Je suis au courant du compte bancaire suisse, Oliver. 47 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent à hériter juste après la mort de ton frère. Quelle coïncidence. Ce serait le cas, s'il y avait un lien entre les deux événements. Mais mon oncle Klaus est mort de cause naturelle en Suisse, des médecins et des avocats l'ont constaté. Son testament a été déposé des mois avant la mort de David. La confiance de Torres vacilla. Il s'attendait à ce que je nie l'héritage ou que je sois surpris. Au lieu de cela, j'expliquai calmement des faits qu'il n'avait pas été en mesure de découvrir. Vous avez été très minutieux, continuai-je, mais vous travaillez pour le mauvais client. La personne qui a tué David est celle qui vous a embauché. C'est ridicule. Evelyn aimait son mari. Evelyn avait une liaison avec Tran Walsh depuis plus de 3 ans. David l'a découvert et prévoyait de divorcer. Le stress de la trahison a déclenché sa crise cardiaque. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'une des photos de surveillance. Patricia Stone l'avait prise. Tran et Evelyn entrant dans le Riverside Motel, leur langage corporel ne laissant aucun doute. Torres fixa la photo, son visage pâlissant. Où avez-vous trouvé ça? J'ai mes propres enquêteurs. Bien meilleurs que ceux qu'Evelyn a engagés. Je me suis adossé, savourant son malaise. Elle s'est jouée de vous, Torres. Elle vous a engagé pour me faire accuser de la mort de David afin de pouvoir hériter de tout sans se soucier de la clause de moralité. Je ne crois pas ça. Vérifiez votre compte bancaire. Je parie qu'elle vous a payé en espèces. Probablement avec de l'argent qu'elle a volé sur les comptes de David. Vous n'enquêtez pas seulement sur un meurtre, Torres. Vous aidez à en dissimuler un. Je l'ai laissé assis là, fixant la photo et probablement en train de tout remettre en question. Moins d'1 heure plus tard, Patricia Stone m'a appelé pour me dire que Torres était allé directement au Riverside Motel et avait confronté Evelyn sur le parking. Ça a mal tourné. Elle a dit qu'il y avait eu beaucoup de cris, quelques bousculades. Torres l'a accusé de l'avoir utilisé pour vous faire accuser. Elle a tout nié, mais il n'y a pas cru. Il a exigé le reste de ses honoraires et lui a dit qu'il abandonnait l'affaire. Comment a-t-elle réagi? Comme quelqu'un dont le plan de secours vient de s'effondrer. Elle a passé une série de coups de fil après le départ de Torres, probablement à Walsh. Ils se rencontrent ce soir chez elle. Il est temps de déclencher le piège. Êtes-vous prête? Nous sommes prêts depuis des jours. Donnez-nous simplement le signal. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert une bouteille de vin, le millésime préféré de David, provenant d'un vignoble de la Napa Valley. Demain, ces assassins seront traduits en justice. Ce soir, je porterai un toast à sa mémoire et me préparerai pour la phase finale de mon plan. La phase finale était sur le point de commencer. Les photos de surveillance sont arrivées à 6 heures du matin pile, livrées par Patricia Stone elle-même. Elle les a étalées sur ma table de cuisine comme un dealer étalant des cartes. Le pick-up de Tran dans l'allée d'Evelyn à minuit. Lumières allumées dans la chambre principale jusqu'à 3 heures du matin. La moto de Mason Walsh garée derrière le garage. Ils ont tenu un conseil de guerre. Patricia a rapporté, se versant du café de ma machine. Discussion très animée sur ce qu'il fallait faire de vous. Walsh voulait attendre et voir. Si les accusations de Torres tenaient, Evelyn voulait une action plus directe. Définissez action directe au point. Mason Walsh est spécialisé dans la disparition de personnes. Pas nécessairement pour toujours, mais assez longtemps pour que les problèmes disparaissent. Il prévoit de vous kidnapper ce soir quand vous quitterez le restaurant. J'ai regardé les photos, ressentant une rage froide.
Ils étaient passés de l'adultère et du vol au kidnapping. Peut-être même au meurtre. Les traîtres de David étaient devenus les cibles des vengeurs de David. Changement de programme, dis-je. Nous n'allons pas attendre qu'ils fassent le premier pas. Qu'avez-vous en tête? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de la détective Lisa Morton. Morton travaillait pour le bureau du shérif du comté depuis 20 ans. Tout le monde savait qu'elle était honnête et qu'elle détestait la corruption. Si quelqu'un était susceptible d'écouter mon histoire et de faire quelque chose, ce serait elle. Détective Morton, ici Oliver Grant. Je dois signaler un complot visant à commettre un enlèvement et un meurtre. 3 heures plus tard, Morton était dans mon salon, en train d'examiner les documents que j'avais rassemblés la semaine précédente. Les rapports d'ADN qui prouvaient que Tran était le père des enfants d'Evelyn, les photos montrant leur liaison, les relevés bancaires indiquant des mouvements d'argent non autorisés depuis les comptes de David, et l'enregistrement de Tran me menaçant aux lanternes. C'est du lourd, dit Morton en refermant le dossier. Mais la plupart, c'est juste circonstanciel. L'affaire est évidente, et ça pourrait suffire à déclencher la clause de moralité dans le testament de ton frère. Mais les accusations de complot seront plus difficiles à prouver. Et si je pouvais les faire avouer sur bande? Ça changerait tout. Mais ce serait aussi dangereux. S'ils prévoient vraiment de t'enlever, s'en prendre à eux directement pourrait te coûter la vie. Pas si j'ai du renfort, et pas s'ils ne savent pas que j'enregistre. Morton me fixa intensément, essayant probablement de déterminer si j'étais sérieux ou simplement rendu fou par le chagrin et assoiffé de vengeance. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Une confrontation contrôlée. J'appelle Evelyn, je lui dis que je suis au courant de la liaison, que je suis prêt à tout balancer si elle ne remplit pas mes conditions. Elle va paniquer et appeler Tran, probablement insister pour qu'on se rencontre afin de trouver un moyen de garder le silence. Et ensuite? Ensuite, je l'ai fait tout avouer sur bande pendant que toi et tes gens écoutaient depuis la pièce d'à côté. Morton resta silencieuse un instant, pesant les risques et ce qu'on pouvait gagner. Ça pourrait marcher, finit-elle par dire. Mais il faudrait tout contrôler. Où ça se passe, quand, des plans de secours si ça tourne mal. Je connais l'endroit idéal. Le bureau de David, dans le manoir familial. Evelyn a toujours les clés, et c'est suffisamment isolé pour qu'ils se sentent en sécurité pour parler librement. Comment tu les attires là-bas? Je dis à Evelyn que j'ai trouvé quelque chose dans le coffre-fort de David. Quelque chose qui pourrait tous nous ruiner si ça se savait. Je lui dis qu'on devrait se rencontrer à la maison pour discuter de la façon de gérer ça discrètement. Morton hocha lentement la tête. Elle amènera Walsh pour la protéger. Probablement Mason aussi. Qu'ils viennent. Plus il y a de monde impliqué dans le complot, plus notre dossier sera solide. Nous avons passé le reste de la matinée à élaborer un plan. Morton devait placer des voitures banalisées autour du manoir et des agents dans les bois avec du matériel d'écoute. Je porterai un micro et j'essaierai de faire avouer à Evelyn et Tran leurs crimes sur bande. À 14 heures, j'ai appelé Evelyn sur son portable. Elle a répondu tout de suite, avec une voix stressée et méfiante. Oliver. Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles. Il faut qu'on parle, Evelyn. J'ai trouvé quelque chose dans le coffre-fort de David. Quelque chose que tu ne vas pas aimer. Un long silence. Quel genre de chose? Le genre qui pourrait détruire nos deux familles si ça venait à se savoir. Tu peux me rencontrer à la maison ce soir? Disons, à 8 heures? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi tu ne me le dis pas au téléphone? Parce que les téléphones peuvent être mis sur écoute, et les conversations peuvent être enregistrées. Il faut régler ça en face à face. Entre nous. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque entendre son cerveau tourner, en train de comprendre. Très bien. 8 heures. Mais j'amène Tran pour le soutien moral. Bien sûr. David l'a toujours considéré comme un membre de la famille. J'ai raccroché et j'ai tout de suite appelé Patricia Stone. Ils ont mordu à l'hameçon. 8 heures au manoir. On sera prêt. Essaie de ne pas te faire tuer avant qu'on puisse les arrêter. Les 6 heures suivantes ont traîné en longueur. J'ai essayé de déjeuner, mais je n'ai rien gardé. J'ai essayé de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Finalement, je suis allé sur la tombe de David et j'ai passé 1 heure à parler à sa pierre tombale, à me préparer pour ce qui allait arriver. Ça y est, mon frère.
Ce soir, ils paieront pour ce qu'ils t'ont fait. À 7h30, je suis arrivé au manoir. Les gens de Morton étaient déjà là, cachés dans l'obscurité. Je suis entré par la porte d'entrée et je suis allé directement au bureau de David, j'ai allumé la lumière et je me suis assis dans son fauteuil en cuir derrière le bureau. Le micro que Patricia Stone m'avait posé était caché sous ma chemise, mais je le sentais contre ma peau comme une mauvaise conscience. Tout ce que je dirais et entendrais serait enregistré, recevable au tribunal, si nous obtenions les aveux dont nous avions besoin. Evelyn est arrivée pile à 8h, utilisant sa clé pour entrer par la porte de la cuisine. J'ai entendu ses talons claquer sur le sol tandis qu'elle se dirigeait vers le bureau, suivie par des pas plus lourds qui devaient être ceux de Tran. « Oliver » appela-t-elle. « Où es-tu » ?»« Ici », elle entra dans l'embrasure de la porte, toujours belle, mais on pouvait voir le stress de la semaine écoulée. Des cernes sous les yeux, des rides autour de la bouche, son look parfait habituel craquant sous la pression. Tran était derrière elle, essayant d'avoir l'air détendu, mais il n'y parvenait pas. Ses yeux parcouraient la pièce, probablement à la recherche d'un danger ou d'une issue. Mason Walsh fermait la marche, son corps massif obstruant l'entrée comme un mur de muscles et de mauvaises intentions. « Je ne savais pas qu'on organisait une réunion de famille, dis-je en pointant Mason. Je devrais commander des pizzas. Mason est là pour la sécurité, expliqua Tran. Vu la situation, ça nous a paru judicieux. Quelle situation, ça ? Evelyn se plaça au centre de la pièce, serrant son sac à main contre elle. Tu as dit que tu avais trouvé quelque chose dans le coffre de David. Quoi donc ? J'ouvris le tiroir du bureau et en sortis l'enveloppe Kraft. Le détective privé de David y avait rassemblé les photos, les rapports ADN et les relevés bancaires qui prouvaient leur culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable. David savait, dis-je simplement. Il était au courant de la liaison, il savait qui était le vrai père de la gamine. Et il savait pour l'argent que vous avez volé sur ses comptes. Il savait tout. Le visage d'Evelyn devint livide. Tran recula d'un pas, sa main plongeant dans la poche de sa veste. Mason restait immobile, attendant des ordres. C'est impossible, murmura Evelyn. David n'a jamais rien dit. David était bien plus malin que vous ne le pensiez. Il a engagé des détectives, a obtenu des preuves, a monté un dossier solide contre vous deux. S'il ne vous a pas dénoncé de son vivant, c'est parce qu'il aimait trop Emma et Sophie pour gâcher leur vie. J'étalai les photos sur le bureau, en m'assurant qu'ils puissent voir les preuves. Tran et Evelyn dans des positions, intéressantes, avec des dates qui prouvent que cette liaison dure depuis des années. Je poursuivis, les tests ADN étaient particulièrement révélateurs. Emma et Sophie ne sont pas les filles de David. Elles sont de toi, Tran. Ce qui rend toute cette histoire d'héritage, compliquée. Le visage de Tran était aussi blanc qu'un linge. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. En fait, si. David avait tout noté. Les relevés bancaires qui montrent vos vols sur ses comptes, les factures d'hôtel de vos petites escapades. Il y a même des enregistrements de conversations téléphoniques où vous parlez de le tuer. Nous n'avons jamais parlé de tuer qui que ce soit, rétorqua Evelyn, avant de se reprendre. Non. Alors, de quoi parliez-vous ? De comment le stresser à mort ? De comment lui voler son argent, ses enfants, sa femme pendant qu'il se mourait de chagrin. Mason s'avança d'un pas, la main dans sa veste. Je crois qu'on en a assez entendu. En réalité, je ne crois pas que vous en ayez entendu assez. Je me levai, faisant face aux trois. David m'a laissé une lettre où il explique tout. Il voulait que je choisisse ce que je devais faire. Quel genre de choix ? Demanda Tran. Je pourrais vous dénoncer, ruiner votre réputation, faire en sorte que tout le monde sache qui vous êtes. Je pourrais porter plainte pour vol, fraude, association de malfaiteurs. Ou quoi ? Evelyn se pencha en avant, désespérée. Ou je pourrais vous faire une proposition. Vous avouez tout, vous rendez l'argent, et vous disparaissez de cette ville pour toujours. En échange, je garde le silence et je m'occupe d'Emma et Sophie. C'était un mensonge, bien sûr. Je n'allais pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Mais j'avais besoin qu'ils continuent à parler, qu'ils avouent tout sur bande, là où les gens de Morton pouvaient enregistrer. Tran et Evelyn se regardèrent, un message silencieux passant entre eux. Finalement, Tran fit un signe de tête à Mason, qui se rapprocha. Voici une contre-proposition, dit Tran. Tu nous donnes toutes les preuves que David a rassemblées, et toutes les copies que tu as faites.
En échange, on te laisse vivre. Ce n'est pas une proposition très intéressante. C'est la seule que tu auras. Mason ici est spécialisé dans le fait de faire disparaître les problèmes. Tu peux coopérer, ou on peut te forcer à coopérer. Parfait. Il venait d'avouer une association de malfaiteurs et de menacer ma vie sur bande. Les gens de Morton avaient tout ce qu'il leur fallait. Et si je refuse? Mason sortit un pistolet de sa veste, un petit calibre qui avait l'air presque ridicule dans son énorme main. Alors tu auras un accident. Un frère accablé de chagrin, rongé par la culpabilité, qui se suicide dans le bureau. Très tragique. Très crédible. Vous me tueriez pour de l'argent? Nous éliminerions une menace pour notre famille, dit Evelyn froidement. David était faible, mais il était utile. Vous êtes juste faible. Le masque était tombé. La veuve éplorée était un prédateur qui considérait les gens comme des obstacles ou des outils. Depuis combien de temps ça dure, demandai-je. La liaison, je veux dire. Tran sourit, pensant probablement qu'il avait déjà gagné. Depuis avant que tu ne nous présentes. Tu te souviens de ton mariage? Pendant que tu dansais avec ta femme, j'étais en train de baiser la tienne dans le vestiaire. La cruauté des involtes me frappa de plein fouet. Il me trahissait depuis le début, riant de ma confiance pendant qu'il complotait pour tout me voler. David l'a découvert par hasard, ajouta Evelyn. Il a engagé un détective pour enquêter sur de l'argent manquant et il a découvert bien plus que ce à quoi il s'attendait. Le stress l'a tué. Donc vous l'avez bel et bien assassiné. Simplement pas avec une arme. Nous lui avons donné ce qu'il méritait, dit Tran. Un homme faible marié à une femme forte. La nature a suivi son cours. Ça suffisait. J'avais tout ce dont Morton avait besoin pour les détruire. Maintenant, il fallait juste que je survive. Vous avez raison, dis-je en me rassoyant dans le fauteuil de David. David était faible. Mais moi, je ne le suis pas. Mason leva le pistolet, le pointant sur ma poitrine. Dernière chance, Oliver. L'épreuve ou ta vie. Allez-y, dis-je calmement. Descends-moi dans le bureau de David devant des témoins, avec la police à l'écoute dehors. Regarde un peu ce que ça donne pour toi. Les yeux de Mason s'écarquillèrent. Tran pivota vers la fenêtre, réalisant soudain qu'ils étaient tombés dans un piège. Le visage d'Evelyn devint livide en comprenant ce qu'il venait de confesser. Tu bluffes, dit Tran, mais sa voix tremblait. Ah bon? Regarde dehors, l'artiste. Ce ne sont pas des jardiniers qui se cachent dans les buissons. La porte d'entrée s'ouvrit en fracas. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir tandis que l'équipe de Morton se déployait. Police! Lâchez vos armes! Mason se retourna vers la porte, son arme hésitant entre moi et les flics. Je plongeai derrière le bureau tandis que le bureau se remplissait d'agents armés. Lâche-la! Lâche-la maintenant! Mason jeta l'arme à terre et leva les mains. Tran et Evelyn restèrent figés, leur visage montrant l'instant précis où ils comprirent que c'était fini. Le détective Morton entra, son arme à la main mais pointée vers le bas. Oliver Grant. Vous pouvez sortir maintenant. Je me relevai lentement. Mon cœur battait à tout rompre. Vous avez tout entendu? Chaque mot? Association de malfaiteurs, vol, extorsion, tentative de meurtre et complicité d'homicide. Ils vont prendre cher, très cher. Je regardais les flics menotter Tran, Evelyn et Mason. Je me sentais vide. La rage qui m'avait fait tenir toute la semaine venait de s'évanouir. Maintenant? Juste fatigué. Une victoire à la Pirue. David était toujours mort. Emma et Sophie étaient toujours orphelines. Justice? Oui, mais à quel prix? Morton s'approcha tandis qu'ils emmenaient les prisonniers. Ça va? Je crois. Et maintenant? Maintenant, ils vont en prison. En attendant le procès. Avec les preuves qu'on a eues ce soir, plus ce que l'enquêteur de David a déterré, ça devrait être plié. Ils plaideront probablement coupables pour éviter la perpétuité. Je marchais jusqu'à la fenêtre et les regardais charger Tran et Evelyn dans des voitures de patrouille séparées. Ils ont détruit mon frère, ils ont failli me détruire. Mais au final, leur propre cupidité et leur arrogance les ont perdus. Il y a une dernière chose, dit Morton. L'héritage suisse dont vous avez parlé? C'est réel. 47 millions de dollars, à peu près.
Elle siffla. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je pensais à la lettre de David, à quel point il s'inquiétait pour Emma et Sophie. Qu'il voulait protéger sa famille, même après sa mort. M'occuper des filles. M'assurer qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin pour se construire de belles vies, après ce que leurs parents ont fait. Et le reste? Je jetai un dernier coup d'œil au bureau de David. Les livres qu'il n'avait jamais lus. Le bureau où il avait préparé sa vengeance. Je crois que je vais créer une fondation. Quelque chose pour aider les familles déchirées par la trahison et le crime. David aurait aimé ça. Morton hocha la tête et me laissa seul. Je me versai un scotch dans le décanteur de David. Le levai en l'air. Un toast silencieux. Justice est faite, mon frère. Repose en paix. Dehors, les voitures de police disparurent dans la nuit, emmenant les assassins de David répondre de leurs actes. Le manoir était de nouveau calme. Mais différent. Plus propre. Les fantômes étaient partis. Je finis mon verre et éteignis les lumières. Le bureau devint sombre et vide. Demain, je commencerai à reconstruire ce que Tran et Evelyn ont détruit. Ce soir, je pleurerai mon frère et célébrerai sa victoire finale sur ceux qui l'ont trahi. Le règlement de compte était terminé. Mine's Pink Boy. Yo, go car. Go ninja. My car is fast, but at the end it's ass. I'm gonna go get my muscle car. Y'all get muscle too. Join my MC Froggy Gooners. What the fuck is my shit Froggy Gooners? Who put this name? If you join my shit, you can call your cars here. Hey yo, what the fuck is wrong with you? You did. Did what? Put mines? Hell nah. Chill. I'ma get truck. Fuck. What did I do, gang? What did I do? I don't know, bro. Somebody did that. Adam, yeah, I did, but it was accident. I thought I was warning. Oh, Ernie. W5K likes. Let's use the. Let's. Okay. Muscle cars only, Chad. If I do good, Willie, I'm winning every race. I am not silly or at my Willie. Yeah. Bro, this guy DL mans, bro, joining my bro, not even following me. You so fucking fake, D. I'm banning you after this stream. Oh shit. Yo, let's do this one, y'all. Let's do this one. The longer one. But let's line up over here. Oh, we should do a roll race. We should do a roll race.
Yeah, I see the plane. Wait, what? Bro, yeah, weird. Just suck my dick, young. It's going backwards. Yeah, the monkey is crazy, chat. Fuck, I saw. Ew, hell no. Watch out, bro. Am I lagging, bro? Finally, finally. No. I hit someone. Ah. Me? Yeah, let's do. Alright. They weird for hitting. I mean, I hit someone, but on accident. I was doing wheelie and I just ran into them. You hit me. Yeah, my bad. I said I couldn't stop. Let's do a next one. A rolling race. Y'all all know how to do a rolling race. But next one. I will explain. Sketch, what you want? Yo, why you shooting? Damn, John got the aim. I got aim. I'm like Johnny. Damn. Yeah. Yes, and you still banned. Banana up your ass from Chim DIH. Chat, let's do a rolling race. Hold on. Let's do a rolling race, chat. So everyone match my speed, and when we hit the white over there, y'all see the white airstrip where it starts with white. We all go fully speed, alright? So everyone match my speed, chat. Match my speed. Come on. No, it's dark for me. It's dark for you. Two. Alright, here. 1, 2, 3, go. You kill my daddy. My car is so ass. My car is trash, bro. Easy. Let's do a normal one. Yo, park. I'ma just shoot a flare gun. Bro, it's cash, chill. I know he killed you at first, but damn, bro. Bro, what the fuck? This shit's still flying for me. Bro, y'all cheaters, I swear. Shall we do a new cars? Let's do a normal one. Normal one here. Normal. Yo, chat. Should we change cars after this? Or bikes? Why Rick messaging me? I'm
Why Rick messaging you? You made 7k likes? Really? Wait, let me check. Take Toyota. Yo, he actually made 7k likes. Yo, W mean. At a mean give Oh shit. Nah, it's okay. Really, it's okay. What? Hey, Emin, bro, what do you wanna do, bro? Pick any activity. Duck the goose, flip competition, or what you wanna do? Stop dancing, bitch boy. He did that quick Ash. He did it quick as hell. In for him. Boost DLS. LS Carmit. DM haha. I bet. But just for a little bit though. And then duck the goose. What can it be next one? Stop dancing.